C'est parti. Bonsoir, heureux de vous retrouver sur la page Facebook de Meuse Info. Le premier tour des élections départementales et régionales, c'est dans un peu plus de 3 semaines. Et pour l'occasion, nous vous proposons 2 soirées spéciales départementales. Demain, à 20h, vous pourrez regarder le débat entre les candidats des cantons de Verdun, Verdun 1 et Verdun 2. Mais ce soir, c'est un débat bellevillois. 4 candidats du canton de Belleville-sur-Meuse sont avec nous ce soir, une circonscription de 27 communes et plus de 9300 habitants allant de Bras-sur-Meuse à Vacheroville en passant par Douau-Montvaux, Aix ou encore Thierville-sur-Meuse. Alors, les élections départementales, en quoi ça consiste? Comment se déroulent les conseils départementaux? Et puis, quels sont les projets pour les 6 ans à venir en Meuse? On va poser la question à nos 4 candidats qui sont là ce soir. On va dérouler les différents programmes. Bonsoir Régine Munerel. Oui, bonsoir. Bonsoir Tom. Vous êtes conseillère sortante de ce canton de Belleville et vous représentez la liste ce soir. Votre binôme, c'est Armand Falk. C'est une liste divers centres. À vos côtés, Julien Didry, bonsoir. Bonsoir Tom. Ancien maire de Belleville, ancien maire de Bras-sur-Meuse, candidat de l'Union du Centre et vous vous présentez avec Marie-Paul Soubrier. À vos côtés aussi, Michel Menson, bonsoir. Vous représentez la liste de l'Union des citoyens meusiens et vous êtes auteur, vous conduisez une liste avec Pierrette Drouet. Et enfin, bonsoir Jean-Marie Adnet. Bonsoir Tom. Vous êtes chef d'entreprise, conseiller communautaire à la communauté d'agglomération du Grand Verdun. C'est une liste divers droite avec votre binôme Cyrielle Carré. Vous allez tous les 4 présenter votre programme. Tout à l'heure, je précise que chaque personne autour de cette table a été testée négatif avant le tournage, d'où le fait d'avoir fait tomber le masque pour ce débat ce soir. Alors, dans quelques instants, nous parlerons économie, santé, culture, on évoquera aussi le numérique, les collèges, tous les enjeux du département pour ces prochaines années. À quoi servent les conseils départementaux également? On a plein de questions à poser et vous aussi, vous pouvez répondre, vous pouvez poser des questions et on tentera d'y répondre sur le Facebook Live avec Romain tout à l'heure. On lira à l'issue de chaque grand thème des questions. Mais pour le moment, vous allez vous présenter, chers candidats, présenter votre binôme qui n'est pas là ce soir et puis nous donner la philosophie et les grandes lignes de votre programme. Régine Munerel, vous êtes la première. Oui, merci Tom. Donc je suis Régine Munerel, conseillère départementale sortante. Je suis en binôme avec Armand Falk. Armand Falk est maire de la commune nouvelle de Douau-Montvaux. Et donc, en ce qui me concerne, donc je suis élue également conseillère municipale et adjointe au maire à Belleville-sur-Meuse. Je suis également vice-présidente à la communauté d'agglomération du Grand Verdun, en charge de du social et des solidarités. Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, 5 petits-enfants. Et j'ai en parallèle une activité associative. Je préside une instance locale de gérontologie qui mène des actions en faveur des personnes de plus de 60 ans, des actions pour faciliter le bien vieillir à domicile et pour prévenir le vieillissement et pour rompre la solitude auprès des personnes âgées. Et depuis quelques mois, je préside une association qui s'appelle l'association Coop Agglo du Grand Verdun, qui a mis en place une épicerie solidaire au centre-ville de Verdun et qui accompagne les personnes qui ont des difficultés financières et des actions que nous venons de mener précédemment en lien avec les étudiants envers les étudiants et avec les étudiants de façon à pouvoir accompagner ces étudiants de Verdun, qui sont environ 700, du Verdunois, notamment les post-bac, BTS, etc. Et les étudiants de l'IFSI de Verdun, Institut de formation en soins infirmiers. Donc, nous avons mené différentes actions et aussi en lien avec un restaurateur, 2 jeunes restaurateurs verdunois, pour proposer des paniers repas. Je suis aussi vice-présidente de la mission locale du Verdunois. Et par ailleurs, j'ai mené une carrière professionnelle en tant qu'infirmière puis cadre de santé, en tant que gestionnaire de services de soins, et puis formatrice à l'Institut de formation en soins infirmiers et aide-soignant. Et j'ai pris ma retraite anticipée il y a 25 ans, quand j'ai été élue conseillère départementale. Et donc, j'ai continué à faire un peu de formation à l'Institut régional des travailleurs sociaux de Metz et de Nancy.
Aujourd'hui, si nous nous présentons avec Armand Falk, c'est du fait que je sois conseillère sortante, j'ai pu mesurer tout le travail qui a été fait. Je me suis beaucoup investie en termes, dans mon domaine, notamment sur les solidarités, en présidant la commission territoriale sociale. Et donc sur le logement également. Et nous avons des projets, notamment en termes de schéma de l'autonomie, un schéma de l'enfance, hein, qui est du domaine des solidarités, de l'insertion également. Et j'entends poursuivre, je souhaiterais poursuivre ce que j'ai déjà commencé. Notre campagne se base sur, avec vous, près des habitants. Durant ce mandat, j'ai pu avec mon binôme, M. Pelletier notamment, participer et aller vers les habitants. Nous avons poursuivi avec Claude Ancion qui a succédé. Nous sommes rendus régulièrement dans les communes et avons rencontré les habitants, les maires des communes pour travailler ensemble et co-construire. Et vous allez nous détailler vos idées et vos projets tout au long de cette émission. Julien Didry, c'est à vous. Alors donc le binôme donc, est constitué de Marie-Paul Soubrier qui est maire de Belleville, en titulaire, moi-même, donc je suis élu à Bras-sur-Meuse, ancien maire effectivement. J'ai arrêté en 2020 parce que je suis un fervent défenseur de la limitation des mandats dans la durée, donc j'ai tenu mon engagement. Je suis aussi vice-président de la comité d'agglo en charge du numérique et je suis président du Pays de Verdun qui regroupe 220 communes et 85 000 habitants. On a donc deux remplaçants, Francine Sperling qui est éducatrice spécialisée en retraite, très investie dans le domaine du sport, notamment à l'ASC Charny et au comité Meuse de basket. Et puis Jean-Christophe Paton, qui est maire de Dieppe-sous-Douaumont, et lui aussi vice-président de la Codecom d'Étain, et puis directeur des ressources humaines dans une collectivité, et moi je suis aussi cadre dans la communication. Donc effectivement c'est une équipe qui a une solide expérience, comme d'autres bien évidemment, qui a des compétences. Alors notre engagement, si on pouvait le résumer, c'est quelque part un conseil départemental, pour bien comprendre, c'est qu'effectivement il a un rôle de proximité, d'écoute, comme l'a dit Régine, mais il a aussi quelque part une vision globale de la Meuse, pas uniquement de son canton. Et ce qui est un peu particulier dans ce moment de la campagne, c'est qu'on ne peut être que sur des orientations ou des intentions, et une vision, parce que quelque part, quand on va être élu, celles et ceux qui seront élus, enfin peu importe, on va être 1 ou 2 sur 34. Ces 34-là n'ont pas un programme commun, le programme va être à constituer. Donc le but du jeu, c'est une fois qu'on est élu, le deuxième tour, c'est d'aller faire partager par ses collègues notre vision. Et nous, notre vision, c'est la Meuse d'après. C'est un slogan, certes, mais c'est vraiment un moment. On est en train de vivre un moment, la Meuse d'après, bien sûr, c'est l'après-centenaire, mais c'est aussi la Meuse d'après, l'après-Covid, l'après des changements sociétaux profonds qui, quelque part, sont un vrai enjeu pour les territoires ruraux, et on va le décliner dans vos différentes questions. Et puis, dernier point, c'est on tient beaucoup aussi en termes d'organisation et de méthode avec le conseil départemental, parce que moi, je suis un fervent défenseur de la région Grand Est, et le rôle du conseil départemental qui doit être un pilier de l'aménagement du territoire en lien très fort avec la région qui, elle, a les moyens. Donc ça, c'est important. C'est le rôle du conseil départemental parce que le conseil départemental n'a pas toutes les compétences. Et puis en plus, je pense aussi qu'on est à un moment, et c'est surtout pas une critique par rapport à mes collègues du passé, parce que ça, c'est pas de mon style. C'est un moment aussi, quelque part, de rajouter de la proximité au département. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une antenne, pas une antenne, mais quelque chose de plus important à Verdun, à Belleville, à Thierville. Et que l'organisation territoriale, elle date du siècle et des siècles d'avant. Donc il est important de rapprocher quelque part les instances départementales du centre de la Meuse. Vous nous expliquerez. Jean-Marie Adnet, présentez-nous votre projet. Alors, Jean-Marie Adnet, j'ai 66 ans, je suis chef d'entreprise. Je dirige l'entreprise Adnet-la-Morlette qui est située au cœur du canton de Belleville, sur la commune de Belleville, qui compte 30 salariés en CDI. Et j'ai pour habitude de dire que 30 salariés, ça fait vivre 100 personnes. Je suis maire de Samonieux. Je suis conseiller communautaire à la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Je suis vice-président du Pays de Verdun. Et je suis président, et j'insiste, bénévole de l'ADMR du canton de Belleville, où nous apportons de l'aide à la personne de 0 à 120 ans. Très impliqué, évidemment, dans le monde de l'entreprise.
puisque j'ai siégé de nombreuses années à la Chambre de commerce et d'industrie, où j'ai pu mesurer les problématiques économiques de notre département, comme d'autres départements. J'ai assumé un mandat de 4 ans au tribunal de commerce, où là aussi, élu par mes pairs, on touche du doigt les drames ou des fois aussi des bonheurs économiques où on arrive à faire redémarrer des entreprises. Où j'ai appris beaucoup de choses, et des fois le vendredi soir, quand on rentrait de ce fameux tribunal, avoir siégé toute la journée, on avait aussi quelques inquiétudes, même à titre personnel. Ma binôme, Cyrielle Carré, c'est une maman de 32 ans qui habite Thierville, qui est secrétaire comptable dans le garage à Thierville, qui est géré par son mari et elle-même, très impliquée dans la vie associative, notamment les écoles primaires, dans les collèges où ses enfants sont scolarisés, et conseillère municipale à Belleville, très impliquée dans la vie publique et associative de Thierville. Ce mandat, j'ai pas eu beaucoup de mal à convaincre Cyrielle, ma binôme, quand je lui ai expliqué pourquoi cette démarche, pourquoi cette candidature à ces élections. Parce que le mandat de conseiller départemental, encore plus peut-être aujourd'hui qu'hier, c'est un mandat de proximité. On est vraiment ancré sur le territoire. Pour moi, c'est pas un mandat politique au sens politicien du terme. C'est un mandat de proximité. Je le mesure de par mon travail, parce que moi, comme je l'ai dit, je dirige une entreprise et je m'oblige tous les jours à aller voir des clients. Et ça depuis 40 ans. Donc je mesure au quotidien les difficultés économiques, mais aussi je suis vraiment imprégné de ce territoire, du canton évidemment, mais aussi du département. Et il y a énormément de choses à faire. Alors bien sûr, il y a les compétences qui sont dédiées au département, Julien l'a dit, les compétences obligatoires, on va en parler après. Mais moi, mes collègues me connaissent un peu ici, c'est faire bouger les lignes. Bouger les lignes parce que c'est pas parce qu'on est dédié à des compétences qu'il faut rester enfermé dans les compétences, c'est bouger les lignes. Je l'ai prouvé dans la commune où je suis maire, dans mon entreprise, à la DMR où je suis au quotidien vraiment confronté aux difficultés des personnes qui ont besoin d'aide, évidemment. Eh ben, vous allez nous dire comment bouger les lignes dans quelques instants. Et puis pour terminer, c'est à vous, Michel Menson. Quel est votre projet? Présentez-vous. Bon, Michel Menson, j'ai 62 ans, j'ai été directeur commercial pendant des années. Là, je suis en retraite suite à un problème physique, mais enfin, ça, c'est autre chose. En fait, je n'ai pas de poste électoral. Donc, ce que je voulais, c'est apporter une autre vision, une autre façon de voir le département, parce qu'en circulant beaucoup, quand on me parlait de la Meuse, ah bah oui, le cimetière à ciel ouvert. C'est faux. La Meuse est un département magnifique qui mérite d'être davantage connu, et donc je pense qu'il faut le promouvoir et mettre le budget sur le tourisme, le développer. On a la Meuse, on a des territoires qui sont magnifiques, qui ont malheureusement été très abîmés par des éoliennes un petit peu partout. Donc je ferai tout le nécessaire pour arrêter ce fléau qui abîme durablement notre environnement. Donc on a monté 4 équipes, donc c'est pas seulement ici. J'ai une équipe sur Clermont, j'ai une équipe sur Stenay et sur Étain, parce qu'on veut pouvoir peser là-dessus. C'est le plus important. Mon binôme était ouvrière dans la laiterie, Pierrette Drouet, qui est elle aussi en retraite. Nous sommes les 2 seuls retraités de la totalité des 4 équipes. Donc c'est ainsi. Voilà, bon, la Meuse, je l'ai choisie. J'avais 2 possibilités, partir en Marne ou venir en Meuse. La Meuse correspondait à l'environnement que je connaissais, puisque j'ai passé des années en Normandie, des années dans le Nord aussi. Et le Nord, c'est pas le plat pays, contrairement à ce que certains pensent. Et la Meuse mérite peut-être, elle aussi, qu'on en parle. Et malheureusement, on n'en parle pas. Voilà, c'est oublié. Bon, on a été classé d'une manière assez originale dans les régionalistes, alors que, en fait, on est pour la disparition des régions et le transfert vers les départements.
parce que j'estime que les régions, nous, on est les oubliés de l'histoire. Hein. C'est très bien, on n'a plus de train, on n'a plus rien. On n'a plus de train. Bon, ça sert à quoi la région? Pour la Meuse, on se demande à quoi sert la région. Elle ne nous apporte rien à part des coûts. La fin des régions, justement, on va vous poser la question à chacun. Régine Munerel, vous êtes pour un transfert total des compétences des régions vers les départements? Pas nécessairement, parce que les départements ont un rôle à jouer. Et comme on l'a rappelé dans nos différentes présentations, notamment la proximité avec les personnes, ce que ne peut faire une grande région, étant donné l'étendue des régions. De plus, la région, au niveau financier, a un potentiel aussi peut-être plus important. Et il y a tout un secteur économique qui est repris par la région, hein, et notamment tout ce qui a été inculqué par la loi Notré, hein, c'est du fait que depuis 2015, le département a en charge essentiellement les solidarités, notamment les collèges et toute l'économie, mais c'est un travail partenarial, hein, avec chacun. Je crois qu'il faut mobiliser tous les acteurs de terrain pour pouvoir arriver à concrétiser des projets. Seul, on ne peut rien faire, et ensemble, on va beaucoup plus loin. On a des projets, mais on ne peut pas les mener seul, et les idées de chacun font grossir les projets, les font grandir, et permettent aussi de se projeter dans l'avenir et d'innover, d'avoir aussi des liens serrés pour pouvoir travailler davantage ensemble. Mais est-ce que ces compétences, et c'est parfois une vision de beaucoup de Français, des compétences qui peuvent rentrer en conflit avec le mandat de maire? Vous êtes tous les deux maires. Est-ce que c'est le cas, Julien Didry? Est-ce que les compétences du département ne sont pas souvent un peu en conflit avec la municipalité? Et comme je le disais tout à l'heure, le département doit être le pilier de l'aménagement du territoire en lien fort avec la région. Alors moi, contrairement à M. Menson, je ne suis pas tout à fait d'accord, pas du tout d'accord sur le fait que la Meuse est la grande perdante. Au contraire, je pense que la Meuse peut être gagnante. J'en reparlerai tout à l'heure du numérique. Grâce à la région Grand Est, tout le monde va être fibré d'ici à 2023, ce qu'il fallait attendre 14 ans à des coûts multipliés par 10, 20. Voilà. Donc il y a l'intérêt. Moi je pense que le vrai, et encore c'est une collectivité qui est très jeune. Je ne sais pas si vous êtes dans le monde de l'entreprise. Quand on fait des fusions, il faut des décennies pour arriver à faire articuler tout ça. Je trouve que ça a été une vraie performance. Alors après, on peut, à tous les sens, pas parfait, mais il y a quand même une performance. Après, bien sûr, il y a des points d'amélioration. Mais moi je pense que c'est une vraie chance. Alors évidemment, comme l'a dit Régine, c'est le département n'aura pas toutes les compétences. Mais par contre, en lien fort, il peut effectivement avoir un vrai rôle. Et le poids financier, la dimension, elle est au niveau de la région, la proximité, elle est au niveau des départements et des CODECOM et des communes. Rien n'a changé, Jean-Marie Adnet? Alors moi, comme beaucoup de monde, j'étais un tout petit peu inquiet Alors, je suis un défenseur de la région. Mais j'étais un peu inquiet, dans un premier temps, sur la dimension de cette région qui va presque, en exagérant un peu, de la frontière suisse aux portes de la région parisienne. En exagérant un peu. Non, à peine. Et c'est vrai que je me suis dit, il n'y aura plus de proximité. Et ben, tout le contraire est arrivé. Tout le contraire. Moi, je peux en témoigner en tant que maire, en tant que vice-président du pays. Je peux en témoigner. Et j'exagère à peine, et je ne suis pas candidat au régional. C'est une fluidité, je vois pour mes dossiers communaux, les dossiers du pays, ça fonctionne, mais c'est une autre dimension. Ma commune qui n'était pas prioritaire pour la fibre, j'étais dans les 7 communes prioritaires. Tout le monde est fibré, il y a 80% des habitants qui sont abonnés aujourd'hui. Et jamais je ne l'aurai, on en parle avec Julien depuis 10 ans de la fibre. On l'a, elle existe. Demain, il y aura d'autres projets structurants. Moi, je pense aux canaux. Le canal de la Meuse, anciennement appelé canal de l'Est, branche nord, il traverse notre canton. Aujourd'hui, pour des raisons qui nous échappent, surtout financières, il tombe en désuétude. Demain, il n'y a que la région qui peut entreprendre ces travaux sur de tels ouvrages. C'est ni les communes, ni la communauté d'agglomération, bien sûr, même si on sera partenaire à un moment ou à un autre, ni le département. Ou le département en binôme avec la région. Donc, tous ces éléments structurants, moi aussi, aujourd'hui, j'en suis convaincu parce que j'ai des retours dans ma commune, on a des retours à l'agglo, on a des retours au pays, aujourd'hui. C'est pas votre avis, Michel Menson? Non, je pense que la région, c'est une structure en trop. On peut très bien travailler entre départements
en transférant la totalité des compétences au département. J'ai travaillé pour des PME qui étaient beaucoup plus réactives que les grosses entreprises. On avait 49 salariés, on était dans la bijouterie. Bon, c'est vrai que dans le domaine, c'est important, 49 salariés en bijouterie. Mais on était beaucoup plus réactifs que des entreprises comme Beaubusson, parce que on avait les informations beaucoup plus rapidement. Le propos n'est pas de dire que il faut pas des ententes sur certains projets. Évidemment que si on veut faire un projet sur la Meuse, il faudra travailler avec les Ardennes, il faudra travailler avec un autre département. Bon, ça, je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi une structure supplémentaire ? Je vois pas l'intérêt de cette structure. Est-ce qu'on travaille beaucoup au niveau de la Meuse avec le Bas-Rhin ? Déjà, entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ils s'entendent pas. Alors, je vois pas. On peut très bien, et avant pratiquement toutes les compétences, avant qu'on ne fasse les régions, étaient au département, et le département avait beaucoup plus de pouvoir. Ça n'empêchait pas deux départements de se mettre d'accord pour que quand on fait un travail routier et une réfection de route, on se mette d'accord pour que ce soit fait au même moment dans la Marne et dans la Meuse, plutôt que la réfection s'arrête juste aux Ilettes. Mais pour moi, c'est quand même mieux quand on est intégré dans la même structure. C'est plus facile. On le vit au quotidien. Nous, élus, on le vit au quotidien. Ça. On l'a vécu, ce que vous décrivez, on l'a vécu. Et aujourd'hui, force est de constater, moi je suis le premier surpris. Quand j'ai vu cette grande région, j'étais complètement affolé. J'ai dit, on va les oublier. Petit département, on va être adossé à cette grande région. Et aujourd'hui, on constate que ça fonctionne. On ne peut pas le nier que ça fonctionne. On ne peut pas le nier. On a une agence à Verdun qui fonctionne, qui est réactive et qui... Julien Didry. Juste un point, on reparlera du numérique tout à l'heure, mais pour donner un exemple à M. Menson, sur le fait d'avoir la puissance économique de la région, si on prend le numérique et la fibre optique, avant, quand on était en région Lorraine et avec le département seul, c'était un projet qui était de 160 millions d'euros et il n'y avait pas d'autre moyen d'aller plus vite que jusqu'à 14 ans. Et donc, ça revenait à un coût de la prise de 1 000 euros, prise par foyer. Avec la région Grand Est, en 2015, c'était un projet qui a été initié par Philippe Richer et qui a été repris par Jean Rotner. Donc là, il y a eu un partenariat public-privé sur la totalité de la région, hormis l'Alsace qui avait déjà un projet similaire. Un partenariat public-privé de 1,4 milliard d'euros et les résiduels aux collectivités n'est plus que de 200 000 euros. Au final, on va avoir, pas la SFI dans 14 ans, mais l'année prochaine, dans notre canton, ça sera plus tôt, mais on l'expliquera pour tout après. Et surtout, le coût de la fibre, au final, au lieu d'être dans les 1 000 euros, est ramené à 100 euros, moins 50 euros de la participation du GIP Meuse. Donc ça veut dire qu'avec la région Grand Est, on est passé d'un coût du foyer à 1 000 euros, de 1 000 euros à 50 euros, avec un calendrier qui est accéléré et en fin 2023. Ça, tout va être fait. Donc tout ça pour dire, mais après chacun son point de vue, M. Vincent, il n'y a pas de souci. Mais je pense aussi que la puissance a permis d'aller plus vite et qu'après, alors bien sûr, on sait qu'il y a des tensions peut-être dans des départements et compagnie, mais moi je pense que la richesse des cultures différentes, à partir du moment où il y a la proximité, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, je pense qu'on a tout à gagner. Un autre sujet, toujours dans ce thème, vous êtes tous les 4 candidats pour le canton de Belleville-sur-Meuse. On a dit c'est une vingtaine de communes, 27 26 26, parce qu'il y a une commune nouvelle de Douaumont-Vaux. De Douaumont-Vaux. Et la particularité, ce sont les villages détruits. Effectivement, ce sont des communes qui sont très proches de Verdun, la plupart dans la communauté d'agglomération du Grand Verdun. Que faire pour exister à côté du Grand Verdun que faire pour exister à côté de la ville de Verdun? Régine Munerel. Chaque commune a son entité, et aussi il y a un travail qui est fait en co-construction avec la communauté d'agglomération du Grand Verdun, des projets sur le secteur de Verdun, parce que pour les habitants d'Aix, de Danlou, de Dieppe, c'est la communauté de communes d'Étain. Donc voilà, il y a tout un travail aussi par rapport à la construction, mais les communes, elles gardent leur entité, et la commune, pour moi, c'est vraiment la pointe de départ de tout ce qui est tout ce que l'on peut mettre en place, c'est l'essentiel. Et je crois que les communes ont des projets qui ne peuvent pas mener seuls maintenant, la plupart du temps, parce que ce sont financièrement, c'est parfois compliqué. On a besoin aussi d'une ingénierie aussi pour accompagner
notamment tout ce qui concerne l'aménagement. Et donc, mais les communes gardent véritablement leur entité. Si je prends par exemple, on va peut-être y revenir prochainement, mais si on parle par exemple de la santé. La santé est restée du domaine des communes. Des communes ont construit des maisons de santé. Il y en a une à Belleville qui s'est ouverte récemment, il y en a une à Thierville et maintenant à Verdun. Donc c'est aussi la preuve que chaque commune garde sa véritable entité. Et pour moi, c'est essentiel que la commune puisse exister grâce aussi et mener des projets avec une communauté d'agglomération. On va dire, on va passer au thème de l'économie. L'économie qui, je le rappelle, n'est pas une compétence en soi départementale, mais on le sait, nous sommes en pleine crise sanitaire depuis un peu plus d'un an. Quels sont les leviers pour les conseillers départementaux pour agir en aide, par exemple, aux entreprises locales? Jean-Marie Hannet, vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous vous sentez aidé par le département? Si on le demande, oui. Alors le souci, c'est que souvent, les chefs d'entreprise ne savent pas toujours, parce qu'ils sont la tête dans le guidon, vous savez bien, M. Benson, et ne savent pas toujours, parce qu'il y a quand même des aides qui sont multiples, la région, le département. La région, c'est déjà le GIP, c'est 30 millions d'euros par an pour le département, pour les entreprises, mais aussi pour les collectivités. Donc c'est quand même pas négligeable. Et là, je reviens à la proximité, parce que le conseiller départemental de son canton se doit, au-delà de remplir sa tâche d'élu, il doit être à l'écoute, proche des entreprises, dans les entreprises, pour informer. Bon, aujourd'hui, il y a ces 30 millions, mais il y a aussi la structure Meuse. Depuis que le département n'a plus la compétence économique, c'est la région. Il y a quand même une courroie de transmission entre le département, la région, et il y a Meuse Attractivité. C'est une structure qui a été créée, Pascal Ribolzi en est le président, qui permet de structurer, développer, conforter l'existant de l'économie. C'est une toute jeune entité qui a vu le jour il y a un an à peu près. Donc, il y a ces aides. Ne pas oublier que c'est tout un ensemble. La communauté de communes, la communauté d'agglo, a la compétence économique. Le département ne l'a plus, mais il y a Meuse Attractivité, il y a la région. Donc, les aides existent. Mais souvent, les aides, je connais un tout petit peu, c'est pas des fois le premier problème. C'est lequel alors? Le premier problème, c'est qu'il faut que les chefs d'entreprise croient en leur département. Et puis des fois, comme je vous l'ai dit, ils sont la tête dans le guidon, ils ont leurs problématiques, leurs problèmes, et il faut absolument les accompagner. Et c'est aussi le rôle des élus. On doit être un animateur quelque part, peut-être un peu prétentieux, un animateur économique de notre canton, d'être toujours à l'écoute. Parce que les aides, elles existent. Les aides existent. Alors, comment animer économiquement le canton et le département, Michel Benson? Moi, je pense qu'il y a nécessité de mieux faire connaître la Meuse. La plupart des Meusiens ne connaissent pas la totalité des entreprises. Elles sont méconnues pour beaucoup d'entre elles. Donc, à l'époque, on avait créé, quand j'étais dans le Nord, quand j'étais étudiant, on avait créé le Petit Futé. Et on envisage de faire ça en Meuse, qui s'appellerait le Petit Meusien, pour faire découvrir la totalité des entreprises, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont un mal fou à recruter. Pourquoi ? Parce qu'au niveau formation, la Meuse, c'est un petit peu les oubliés de l'histoire. Tous les jeunes doivent partir à Reims, à Lille ou à Nancy. Il n'y a aucune formation diplômante sur le long terme. Ça s'arrête à des bacs +2, +3, mais il n'y a pas, il y a rien de vraiment motivant en Meuse. C'est dommage. Parce qu'il y a des outils qui seraient exploitables et qui seraient tout à fait intéressants pour les jeunes, qui sont tous obligés de partir. Donc, Lesquels d'outils? On pourrait très bien envisager de remettre une faculté en Meuse, pourquoi pas. Mais on pourrait envisager de recréer. Est-ce que c'est la compétence du département? Non. C'est malheureusement... Pour l'instant, non, c'est de la région. Donc, on est obligé d'accepter la mainmise de la région sur le département. Et il est évident que les autres départements n'écouteront pas la Meuse.
comme d'habitude. Mais il y en avait des projets, et il y en a encore des projets pour remettre de l'attractivité. On va prendre l'exemple de Meuse TGV, qui est la gare qui se situe entre Bar-le-Duc et Verdun. Il y avait beaucoup de projets, je pense notamment à une entreprise chinoise il y avait un projet qui a été abandonné. Comment on dynamise par exemple ce lieu, Julien Didry? Alors, donc déjà pour dire qu'il y a les aides qui ont été rappelées par Jean-Marie, Meuse Attractivité, le GIP, tout ce qui est fait pour les piliers de l'économie actuelle de la Meuse, que sont l'agriculture et la forêt, l'artisanat, le tourisme. Alors, nous, on voit un petit peu le problème d'une manière différente, au-delà de cette zone. Parce que je vous rappelle qu'avant, ça c'était avant, on faisait des zones et on espérait que les entreprises venaient. C'était avant. C'est pas si simple que ça aujourd'hui. Nous, on travaille beaucoup plus en termes d'attractivité sur tout ce qui tourne autour de l'entreprise et du salarié. Et donc, quand on dit la Meuse d'après, c'est que quand tout à l'heure je disais, on est à un moment de rupture. Tu as posé, Tom, la question à Régine sur l'histoire du canton et compagnie, mais aujourd'hui, c'est pas un problème d'habiter dans un village à partir du moment où il y a le lien entre tout. Donc, nous, on est beaucoup plus positionnés sur effectivement ce changement sociétal, mais profond, qui existait déjà avant. Je vous invite à écouter sur notre page Facebook un entretien que j'ai eu avec Xavier Demasneau, spécialiste justement des mutations du travail, et où on voit aujourd'hui, on le sait déjà depuis un bout de temps, mais que la ruralité a une vraie carte à jouer, notamment grâce à tous les outils et surtout aux évolutions sociétales et aux attentes des habitants en termes de qualité de vie et d'environnement et compagnie. Donc nous, on joue beaucoup plus là-dessus. Et quand on parlait d'attractivité, ça veut dire qu'effectivement, avoir un TGV à 59 minutes de Paris, c'est une chance. Alors peut-être que là, on peut dire effectivement, en termes de mobilité, au niveau des routes, c'est vrai que quand ceux qui habitent du Nord et qui vont à la gare TGV, ils ont tant de temps, c'est vrai qu'il y a un peu de travail à faire. Mais certes, on n'a pas toutes les compétences, on a les compétences routes et compagnie, mais je pense qu'on a quand même un vrai enjeu d'aménagement du territoire et il faut impérativement, travailler l'habitant et le salarié, entre guillemets, à 360 degrés pour qu'ils viennent en Meuse. C'est ça qui fera venir les gens. 75% des gens de la Grande Couronne souhaitent quitter la région parisienne. Ça a été accéléré par la Covid. Alors bien sûr, la première destination, c'est pas la Meuse. Certes, on a une image d'histoire qu'on respecte. On est bien conservé. Voilà, et ce devoir de mémoire, il perdurera. Mais pour autant, on doit donner une autre image de la Meuse. Ça, c'est ce que je travaille au Pays de Verdun depuis des années. En tout cas, sur l'aménagement du territoire, je suis en train de regarder les chiffres. Près de 60% du budget du département est alloué à la solidarité, 5% à l'éducation et 2% pour l'aménagement du territoire et pour l'environnement. Pourquoi seulement 2% de ce budget? Régine Munrel, je rappelle que vous êtes la conseillère sortante. Est-ce que vous avez une autre vision sur cet aménagement du territoire? C'est vrai, je rejoins tout à fait Julien et ce qui a été dit précédemment. L'aménagement du cadre de vie a une importance essentielle. C'est vrai que chacun recherche un petit peu, et la crise Covid nous a montré aussi que c'était mieux d'être confiné dans un village que plutôt dans des logements exigus. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, et notamment en termes de tourisme, qui a déjà trouvé ses marques. Mais la Meuse, il faut la rendre attractive justement en développant cette partie du tourisme, valoriser aussi tous les sites, non seulement les sites mémoriels, mais aussi tout ce qui est tourisme vert, tout ce qui est tourisme fluvial aussi. On a le fleuve Meuse qui est remarquable, des sites remarquables. Donc c'est en cela qu'il faut aussi valoriser. Et je pense que si, comme vous le dites, le budget, l'essentiel du budget, et notamment pratiquement 60% du budget est consacré aux solidarités, c'est le cas un peu de tous les départements de France. Donc c'est vrai que c'est une compétence importante. Ceci dit, il ne faut pas négliger les autres, mais je crois que dans la Meuse d'après ou dans la Meuse de demain, il faudra aussi travailler essentiellement sur cette attractivité qui permettra de valoriser véritablement notre territoire et d'y montrer qu'on a un cadre de vie qui est remarquable. Juste pour Régine, pour compléter ce que dit Régine, et il est important quand même de préciser, parce qu'effectivement, près de 60% du budget est aux solidarités, mais
je veux dire, il y a un document qui est sur le site du département qui est très bien fait, hein, mais rappelons quand même que le RSA, c'est 12,98 euros et qu'il y a une grosse part pour près de 10 euros, donc 10% pour les personnes handicapées, et il y a 12 personnes pour toute la partie qui vous est chère, entre guillemets, mais c'est vrai, l'autonomie, l'APA et compagnie. Donc la solidarité, je veux dire, des fois c'est réducteur, on dit qu'il faut réduire la solidarité. Attention, c'est très important, c'est un enjeu majeur, le maintien à domicile, les personnes âgées, c'est un enjeu majeur de la société. Et d'ailleurs, je trouve que franchement, la France, l'État n'est pas au niveau sur ce sujet, parce qu'on ne prend pas en compte, ça va être terrible dans les années à venir. On y reviendra dans un instant. Jean-Marie Adnet, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, en termes d'aménagement du territoire, je serais un tout petit peu plus pragmatique. Alors, quand on parlait des pourcentages dédiés à tel ou tel par rapport à d'autres départements, moi, je dis toujours, comparaison n'est pas raison. Par contre, en aménagement du territoire, il y a des choses quand même criantes à mettre en place assez rapidement, notamment sur le canton de Belleville. La fluidité du trafic routier. Ça, c'est l'aménagement du territoire. Ça, c'est une compétence du département. C'est quand une commune prend un arrêté, même validé par le préfet, peu importe, pour envoyer les camions chez les voisins, c'est pas la solution. Moi, demain, si je suis élu, début septembre, je réunis mes collègues maires du canton. Et on mène une réflexion pour déboucher sur quelque chose, parce que le trafic routier, il faut qu'il se fasse. Moi, c'est pas au détriment de l'économie, et c'est pas mettre un PV au pauvre routier qui conduit son camion, ça règle pas le problème. C'est l'aménagement du territoire, c'est régler ce problème de trafic. Thierville, va de Aix à Beaucourt, à Samodieu pratiquement. Toute cette circonférence, tout ce canton, on est vraiment, c'est pas pénalisé, c'est vraiment une problématique, cette fluidité du trafic. Alors demain arrive le contournement Est, mais qui ne satisfera pas complètement la mobilité. Le contournement Est, il vient d'Étain, il remonte sur le Cora, enfin un peu au Prou, et puis voilà, il repart sur Paris ou sur Bar-le-Duc. Mais ça ne règle pas le problème dans nos communes de plus au nord du canton. Et donc ça, c'est criant, parce qu'on revient à un investisseur potentiel. Qu'est-ce qu'il regarde, un investisseur potentiel? Bon, les moyens numériques, aujourd'hui, on les a. Les moyens routiers, on a l'autoroute, on est à 2 heures de Paris, porte de Bercy, on est à 1 heure avec le TGV. Un investisseur potentiel, c'est la toute première chose. On a toujours cette anecdote qui s'est déroulée en Meuse, où un investisseur venait sur la zone des SOM, son portable ne passait pas. Bon, ben, il est resté une demi-heure, il est reparti, quoi. Aujourd'hui, on oublie tout ça. Aujourd'hui, on a ce qu'il faut. Le numérique, le TGV, l'autoroute A4. On est à la proximité des 3 frontières. Voilà, donc c'est urgent et criant en termes d'aménagement du territoire de régler ce problème de nœuds routiers sur notre canton. Justement, on était en train de parler de la route, c'est la compétence des départements. J'ai noté le nombre de kilomètres de routes départementales. Bon, je ne l'ai plus sous les yeux. 3500. 3500, exactement. Michel Menson, j'ai lu dans votre programme que vous étiez un fervent supporter des 90 km/h. Oui. Et il me semble que ce projet a été revoté au conseil départemental, mais que maintenant c'est l'État c'est entre les mains de l'État. Voilà. Régine Noël. Oui, tout à fait. Donc le conseil départemental a voté il y a quelques mois déjà, donc le retour aux 90 km/h sur certaines voies, dans certaines portions notamment. Mais ceci dit, c'est à l'État donc justement de valider ce qui a été voté au niveau du département. Voilà. Donc pour l'instant, le département ne peut plus agir à ce niveau. Venons-en au sujet des collèges. C'est un domaine prédominant également des conseils départementaux. On se souvient du plan collège qui a été voté en 2017. 2 collèges ont fermé en Meuse depuis le début du dernier mandat. Quelles sont vos idées ou vos intentions pour remédier à tous ces problèmes, notamment de surpopulation dans les classes? Par exemple, une 30aine d'élèves par classe au collège de Thierville. Quelles sont vos idées? Je vais tous vous interroger sur ce sujet. On va commencer par vous, Julien Didry. Disons que, alors nous, on est concernés effectivement par notamment le collège de Thierville, qui est un très beau collège. Après, derrière, bon, il faut avoir l'humilité de dire, nous, contrairement à Régine, on n'est pas encore au département, donc on ne maîtrise pas forcément tous les sujets. Donc ça serait un peu présomptueux de dire, il faut faire ci et il faut faire ça. Bon, même si on n'est pas concerné par le plan collège, mais qui a fait quand même débat il y a quelques années, Régine pourra sûrement mieux en parler que moi. Après, derrière, c'est vrai qu'on est toujours dans des débats passionnés, je veux dire, on peut le comprendre, mais il faut avoir aussi une vision
je veux dire, une vision pragmatique et de vraiment avoir l'intérêt de l'enfant, qui est toujours mis à la sauce de l'intérêt des fois différent que vraiment l'intérêt de l'enfant. Donc voilà, c'est un peu compliqué de vraiment être clair sur le sujet, il faut avoir une maîtrise complète du dossier, mais pour autant, je pense que comme il y a une notion de proximité, et je pense que c'est un peu comme vous parliez de la santé, on en parlera tout à l'heure, je ne sais pas, il y a une histoire de temps de transport. Et quelque part, on doit être à tant de kilomètres d'un médecin, tant de kilomètres d'un hôpital, et on doit aussi, un enfant doit être à tant de kilomètres d'un collège. C'est surtout ça qui est important, c'est plutôt la mobilité pour pouvoir accéder à l'enseignement, à la culture, à plein d'autres choses. Donc voilà, moi je ne vais pas vous donner des grandes théories, ce sera un manque d'humilité, parce que je ne connais pas tous les rouages de collège. Donc voilà, moi je suis plutôt pragmatique sur le sujet. Après derrière, je pense que bon, le département a quand même donné des moyens au collège. On s'est battu en tout cas pour Thierville, notamment pour la fibre optique, parce qu'il y a 2-3 ans, c'était une vraie galère. Et là, pour le coup, je ne sais pas si Tom, tu as été à Thierville, toi, tu étais... Pas du tout. Pas du tout. Oui, C'est pas grave, hein, ne peut pas tout être bon partout. Hein. Et donc, je veux dire, les enseignants et tout, ils souffraient avec ça. Tout à fait. Et donc, voilà, il y a eu quand même des choses de fait. Le département a fait quand même le job sur le sujet. 22 collèges, 8100 collégiens en Meuse. Régine Munerel, vous qui êtes la conseillère sortante, on poursuit dans ce sens? Tout à fait. Hein, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu énormément au niveau des collèges dans le cadre du plan collège. Hein. Donc, permettre à tous les collégiens de pouvoir accéder, avoir des tablettes numériques notamment, de pouvoir accéder à la fibre. Hein. Le collège, si je prends l'exemple de collège de Thierville, parce que je siège au conseil d'administration en tant que conseillère départementale. Donc, nous sommes intervenus il n'y a pas très longtemps, justement par rapport aux classes de 6e, et notamment pour maintenir une classe de 6e et pour éviter qu'il y ait eu des classes à 30 élèves. Donc nous avons rencontré avec Claude Ancien le DAZEN, les parents d'élèves que nous avons soutenus pour justement maintenir cette classe de 6e. Je pense qu'on est arrivé à satisfaction. Hein, pour pouvoir éviter. Alors, les classes à 30 élèves, c'est national, malheureusement. Hein, c'est vrai qu'on essaie d'éviter. Hein, et donc, il y a eu également beaucoup d'efforts faits au niveau des restaurations. Je pense au projet sur la restauration de Thierville, là, qui va bientôt voir le jour, avec une extension, une remise aux normes. Hein, tout le travail qui est fait aussi en termes d'alimentation, hein, le travail avec les producteurs locaux pour avoir une alimentation saine et pour les collégiens. Je crois que le collège, il y a eu énormément d'accompagnement, que tous les collèges meusiens, pour l'éducation, pour permettre des financements, pour permettre l'amélioration dans les locaux. Je crois que ça a été vraiment, durant ce mandat, une préoccupation au quotidien. Une préoccupation au quotidien. Michel Menson, les collèges, on ne change rien, tout se passe bien? Tout se passe bien, je ne sais pas. Je ne vais pas dire que tout se passe bien. Ma fille était à Sainte-Anne. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Mais bon, je n'ai pas le dossier entre les mains. Donc, comme je ne suis pas avec le dossier, je ne peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Non, j'aime bien avoir le dossier, pouvoir l'analyser à tête reposée et dire bon ben là ça va dans le bon sens, là ça va pas dans le bon sens. Et en discutant avec tous les autres, parce que bon, moi j'habite au Bréville, on n'est pas loin de Varennes, on entend depuis très longtemps on va fermer le collège, on va fermer le collège, on va fermer le collège. Faut voir. Moi, maintenant, je voudrais voir tous les dossiers. Et là, je pourrais dire, bon, bah, ça va dans le bon sens, ça va pas dans le bon sens, c'est à faire, c'est pas à faire, et puis on en discute. C'est aussi ce que vous constatez, Jean-Marie Adnet? Déjà, non, notre canton, canton de Belleville, est concerné par 2 collèges quand même. Parce qu'une partie des habitants des communes j'appelle ça derrière la côte d'Étain, Moranville, Aix, Moulainville, Dieppe, certains vont sur Étain. Donc on est concerné par 2 collèges. Moi, je dirais vigilance, vigilance. On a la chance d'être en milieu rural, ça a été rappelé. La démographie, qu'on le veuille ou non, malheureusement, diminue en Meuse. Les classes ne seront plus de 30 élèves. Ben, profitons-en pour s'orienter, se diriger, élever tout ça et s'orienter vers des collèges d'excellence. Profitons-en.
c'est peut-être une chance de ne pas être dans des grandes métropoles. Allons vers des collèges d'excellence. Beaucoup de travail a été fait. Beaucoup de travail. Il en reste certainement à faire. Mais moi, au cours de mon mandat, ce sera vigilance, vigilance, pour que ces collèges déjà ne ferment pas, évidemment. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais aussi, ma binôme est bien placée pour le savoir, Cyrielle, puisqu'elle est parent d'élève, elle est très impliquée dans le collège de Thierville, donc elle connaît un peu les arcanes du système. Et donc, on ne lâchera rien. Mais moi, je veux surtout me diriger vers un collège d'excellence. Allez, on va répondre à vos questions. On va faire une petite pause dans ce débat. Si vous venez de nous rejoindre, on débat aujourd'hui avec 4 candidats qui se présentent dans le canton de Belleville-sur-Meuse pour les prochaines élections départementales. Bonsoir Romain. Bonsoir, on a donc une question de Michel qui demande quels sont vos points de vue sur le pourcentage de personnes handicapées dans les entreprises. On va poser la question à Julien Didry. Je pense que, enfin, moi qui suis dans le milieu privé et dans une entreprise, je veux dire, c'est pris en considération fortement. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour identifier d'ailleurs les personnes d'ailleurs avec un handicap qui ne sont pas toujours visibles. Non, il y a moi, en tout cas dans le domaine privé, je ne le connais pas dans le domaine public, mais dans le domaine privé, il y a vraiment une mobilisation pour le handicap dans les entreprises. Régine Munral, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait, parce que de toute façon, même au niveau des collectivités locales, il y a des pourcentages à respecter en plus, pour justement, oui, Jean-Marie, peut-être, mais normalement, on devrait... Normalement. Il y a aussi... Il y a du chemin à faire. Il y a aussi un accompagnement avec Cap Emploi qui aussi facilite l'intégration dans les entreprises. Donc le pourcentage, c'est vrai que pour moi, dans les collectivités, il est respecté également, autant que dans le privé. C'est peut-être vrai dans les petites entreprises. On peut peut-être encore progresser davantage, mais je pense que il y a déjà eu des efforts qui ont été faits en termes d'inclusion notamment et d'accompagnement dans le travail. D'autres questions qui arrivent sur la page Facebook de Meuse Info, Romain. Alors, une autre question, effectivement, la pandémie et le télétravail constituent-ils une opportunité? C'est mon credo. Julien Didry, on vous écoute. C'est mon credo. Non, mais c'est mon credo comme tout le monde, mais je veux dire, évidemment, c'est une vraie chance, mais là, pour le coup, c'est une vraie chance pour les territoires ruraux. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez le chiffre des gens qui peuvent télétravailler. On ne parle pas de ce qui vient de se passer avec la pandémie. Je veux dire, le télétravail qui a été fait pendant la pandémie, c'est pas humain. C'est pas ça la vie. La vie demain, du télétravail, ça sera 2-3 jours avec du temps en entreprise et compagnie. Aujourd'hui, il y a à peu près 60% des métiers qui sont télétravaillables. 60% des métiers. Donc, aujourd'hui, la technologie n'est plus un problème, en tout cas en Meuse et dans la région Grand Est. Les infrastructures, même s'il y a des améliorations à faire, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'attirer des populations dans nos territoires ruraux. Mais ici, c'est the place to be. Je veux dire, on est tous d'accord sur ce point-là. La Meuse, elle est magnifique. Elle a des atouts. Donc oui, le télétravail est une vraie opportunité pour les territoires ruraux. Jean-Marie, on vous écoute. Tout à l'heure, on parlait de ce courant qui peut arriver de grandes métropoles vers notre ruralité. Et c'est tant mieux et c'est une chance. Et je pense que ce phénomène, appelons ça comme ça, cette nouvelle méthode de travail bénéficiera et accentuera et encouragera ces populations à arriver chez nous, dans notre beau département et notre beau canton. Jean-Marie, juste compléter ce que tu dis. Je crois même qu'on est à la fin, quand je dis c'est le moment, et la Meuse d'après, c'est la France d'après peut-être, on est à la fin de l'urbanisation à outrance dans les grandes métropoles, et je crois justement que le prochain modèle, il est beaucoup plus avec une vraie place des territoires ruraux. Une vraie place des territoires ruraux, donc vous acquiescez, Michel Benz. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur mes 5 enfants, il n'y en a pas un seul qui vit en ville. Tous sont dans des petites villes. Il y en a un qui est dans Passy-sur-Eure, il y en a un autre qui est à Villedieu-les-Poêles. Aucun n'a voulu vivre dans une grande ville après avoir vécu 1 an à Lille. Ils ont dit, papa, non, on retourne à la campagne. Juste un tout petit complément pour l'auditeur là qui pose cette question, parce qu'on parle de télétravail, mais le télétravail seul ne suffit pas. Ça veut bien dire qu'il faut tous les services autour. En ruralité, il faut être capable, on a parlé de la santé, on a parlé de plein de choses, parce que tout à l'heure, Jean-Marie, tu parlais d'investisseurs, tu as raison, mais d'un autre côté, aujourd'hui, on n'attire pas une entreprise si on n'attire pas ses salariés.
C'est-à-dire si on n'est pas capable d'apporter des services, la qualité de vie on l'a, et des services aux salariés et à leurs conjoints, on ne les attire pas. L'enjeu, il est là aussi demain. Oui. Donc le télétravail, oui, mais il faut les services autour. À commencer par le numérique. Et justement, on va parler du numérique. Régine Munerel, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé depuis 2015. Est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les mesures qui ont été prises d'un point de vue numérique dans le département ? Donc c'est l'installation de la fibre, comme l'a rappelé, comme l'a dit Julien tout à l'heure. La fibre pour tout le département de la Meuse pour le premier semestre 2023. Principe, donc c'est une véritable évolution. Je ne vais pas aller dans le domaine de Julien qui connaît beaucoup plus que moi, mais qui se présente face à vous. tout à fait. Mais de toute façon, c'est vrai qu'au niveau du numérique, il y a eu cet effort, notamment en lien avec la région aussi, de façon à fibrer de l'ensemble du département, plutôt que prévu initialement. Le numérique au niveau du département, c'est tout ce projet aussi autour de Imeuse Santé, qui est vraiment un projet qui est co-construit encore une fois avec la région, avec les autres départements limitrophes, tels que la Haute-Marne, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. Et c'est en cela aussi qu'on ne fait pas seul, avec le privé également, à travers Imeuse Santé. Donc on va prochainement, ça va même bientôt démarrer la télémédecine, et puis d'autres projets, notamment sur l'autonomie et sur les appartements connectés. Il y a un projet notamment avec l'ADPI de la Meuse. Le numérique, c'est également faciliter tout ce qui est démarche, tout ce qui est dématérialisé, toutes les démarches. C'est valorisé aussi avec la culture, notamment c'est vraiment très transversal. Je crois que le numérique a été une véritable... Et on l'a vu au moment de la pandémie pour les commerces également. Jean-Marie Hannet, vous êtes chef d'entreprise. Les commerces français, et donc les Meusiens n'échappent pas à la règle, doivent s'adapter au numérique pour ce qui est du click and collect, etc. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler parce que c'est une entreprise du bâtiment second œuvre, donc on a été pratiquement pas concerné. On a eu une chance inouïe d'avoir le droit de travailler et d'avoir du travail énormément. On a été arrêté un mois. Et je pratique, je suis un consommateur comme tout le monde. Évidemment, le click and collect, c'est aussi une nouvelle méthode commerciale que tout le monde a découvert et qui fonctionne. Et qui fonctionne grâce au numérique, évidemment. Ça, j'en suis intimement convaincu. Comment adapter alors tous les commerces et les commerçants qui parfois sont réticents à la mise en place de tout un système numérique? Michel Menson. Je dirais il y a des commerces qui peuvent tout à fait être adaptés au numérique. Bon, moi je dirais, j'étais dans la bijouterie, c'est quasiment infaisable. Un bijou, c'est physique. Acheter un bijou par Internet, on voit même pas la qualité, on voit rien. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un tas d'activités qui s'y prêtent tout à fait. Mais par contre, je me vois pas acheter demain 1 kilo de carottes par Internet qui va arriver par la fibre. Non. Tout est complémentaire. Je dirais, le télétravail est un outil qui peut être merveilleux demain. Mais si on va dans les villages et qu'il n'y a même pas un petit commerce pour faire ses courses, c'est quand même problématique. Donc, il faut penser à tout. C'est une société, c'est pas seulement du numérique d'un côté ou la santé d'un autre. Tout va ensemble. Et là, je vois sur Clermont, il y a notre maison de santé où il y a plein de choses, mais qui est juste à côté de l'Intermarché, c'est très pratique. Bon, on ne peut pas dissocier et dire demain, il y a le numérique et puis tout s'arrête, ou demain, il n'y a plus de numérique et puis on retourne en voiture à cheval. On adapte le numérique à la société, Julien. Voilà, c'est pas en sens inverse. Non, mais on est tous d'accord pour dire C'est une chaîne de transmission indispensable. Voilà, exactement, c'est une chaîne. Mais personne ne dit effectivement que le numérique va remplacer. Le numérique, voilà. Il est au service de l'homme, et pas le contraire. Pour répondre à la question sur les commerçants, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de remplacer le commerce, surtout pas. Je suis bien placé pour le savoir. On a lancé une démarche qui s'appelle Côté Meuse, avec un esprit de digitaliser, d'aider les commerçants à rentrer dans la digitalisation. Mais ça ne veut, avec une volonté d'inciter les gens. Vos carottes, là, demain, vous pouvez l'acheter sur le producteur local sur Internet, vous pouvez les acheter. Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien faire du local. Nous,
on privilégie le numérique, pas pour aller concurrencer Amazon, on n'y arrivera pas, on s'en fout. C'est pour mettre en avant nos magasins locaux, nos artisans locaux, nos commerçants locaux et de favoriser le retour. Mais c'est qu'ils soient visibles sur le web. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première qui est très importante. Hein. Donc nous, on fait un vrai accompagnement et on travaille aussi avec le département, le service numérique du département. Donc encore une fois, tout ça grâce à la région. Je le redis parce que, on peut dire ce qu'on veut. Moi qui voyage beaucoup en numérique, pour le numérique en France, pour faire part de ce qu'on fait à Bras-sur-Meuse, c'est une commune quand même un peu particulière dans le domaine du numérique. On est un cas unique en France, la région Grand Est. Tout le monde nous envie, c'est un cas unique en France d'avoir tout le monde jusqu'au dernier foyer fibré avant la fin 2023. Alors juste pour mais après, je pense que dans la vie, il n'y a pas que du hasard. Je veux dire, si nous, le canton de Belleville, il va être fibré, théoriquement c'est fin 2023 pour tout le monde, il va être fibré pour la fin de l'année, complètement. Et il y a juste une commune. Bon, Charles, il faut que je t'en parle. Il y a juste Orne où il y a un petit souci. Tout à fait. Mais tous les autres vont être fibrés. Mais tout ça, c'est pas grâce au hasard. Sauf qu'il y a 10-15 ans, tu étais à la Codécom, Jean-Marie. J'ai demandé à Marie-Paul Soubrier, qui était présidente de la Codécom de Charny à l'époque, je dis on a besoin de faire un petit investissement qui coûtait quand même 7 000 € pour pouvoir faire une traversée, pour apporter un élément actif, un NRA, ça s'appelait à l'époque, à Bras-sur-Meuse. Ce petit investissement, il y a 10 ans, alors que Marie-Paul n'est pas forcément une spécialiste de la technologie. Mais un élu, on ne lui demande pas d'être un geek, on lui demande juste d'avoir une vision. Et donc, elle a, oui, comme le conseil communautaire, et cet investissement, du coup, a permis d'avoir le NRO, le nœud de raccordement optique, très en avant. Et aujourd'hui, Belleville, Thierville, Charny, Bras, Vacheroville, Saint-Monieux étaient prioritaires quand même dans l'absolu. Mais nous, on n'était pas prioritaires, ces grosses communes. Et elles y sont grâce à cet investissement d'il y a 10 ans. Donc quand on est élu départemental, oui, il faut de la proximité, oui, il faut de l'écoute, mais il faut aussi une vision à long terme. Parce que si on est dans le court terme, eh ben, la Meuse d'après, on va la rater. Est-ce qu'on a des questions qui arrivent sur la page Facebook? La page c'est Meuse Info ou sur la page de Meuse FM, parce que le numérique c'est quand même un thème très important et on sait qu'il y avait beaucoup de questions, Romain. Alors oui, effectivement, une question. Comment utiliser le numérique pour la gestion du temps de travail ou la gestion des ressources humaines? Alors là, je pourrais dire quelque chose, mais c'est pas dans le numérique. Mais c'est lié à la... Moi, ma réponse là-dessus, c'est que ce qu'on vit dans le domaine du télétravail, c'est une rupture dans le management. C'est-à-dire que, pour moi, on ne doit pas poser la question sur, en gros, comment on gère le temps de travail, on contrôle. Oui, tout à fait. Alors que, quand on parle de télétravail, je suis désolé, on est un changement de paradigme, même dans le monde du travail, dans le management et dans les ressources humaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça, c'est pas dans notre culture en France, hein. Quand vous regardez les pays nordiques, le télétravail, ils en font depuis des années, mais des décennies. Parce qu'ils n'ont pas la même culture. En France, si on ne voit pas le salarié, on n'est pas sûr qu'il travaille. Hein, donc il y a vraiment un changement de culture. C'est culturel. Et donc ça veut bien dire qu'il y a vraiment toute la chaîne de management qui est à revoir parce qu'on doit être dans une logique de confiance et travailler avec des outils collaboratifs. C'est une vraie rupture. Plus que de mettre des outils pour fliquer les gens. Pour moi, ça c'est un débat du passé. La pointeuse, c'est terminé. Oui, tout à fait. Régine Mondrac, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais rajouter quelque chose, mais pas par rapport à ça. Je voulais dire que par rapport au numérique et la dématérialisation, je crois qu'il va falloir aussi accompagner toutes les personnes, notamment les personnes fragiles. Et c'est en cela aussi qu'il faut avoir cette vision, parce que tout le monde ne sait pas comment faire. Hein, et il faudra que les associations commencent déjà à accompagner, telles que le Numéripol, telles que des instances locales de gérontologie, qui mettent des tablettes à disposition et qui font des formations. Et je crois que c'est aussi un enjeu, hein, pour pouvoir accompagner tout le monde dans ces démarches. On a un exemple très concret, les inscriptions sur la vaccination anti-Covid-19 sur Doctolib, ça a été compliqué pour certaines personnes. On les a aidés en tant qu'élus de proximité, en tant qu'association. Voilà, je voulais rajouter ça. Justement, la transition est parfaite puisqu'on va parler santé maintenant et désertification médicale. Quelques chiffres, en 15 ans, la Meuse a perdu une trentaine de médecins généralistes. Et depuis 2006, il y a eu plusieurs créations de maisons de santé. On en a parlé au début du débat. Est-ce que la réponse a été efficace face au désert médical? Michel Menson. Je ne saurais pas dire vraiment, puisque bon là on voit sur Verdun qu'ils ont fait une maison de santé qui n'est pas du tout remplie. Donc c'est très bien de mettre des maisons de santé s'il n'y a pas de docteur dedans, s'il n'y a pas de personnel soignant, je vois pas bien l'utilité. Mais bon, par contre, quand vous voyagez un peu, vous voyez beaucoup de médecins français
qui ont pris leur bagage et qui sont partis en Suisse parce qu'ils sont mieux payés. Il y a un énorme problème de rémunération du personnel soignant en France. Globalement, le personnel soignant est le plus mal rémunéré d'Europe. Même en Espagne, les infirmiers sont mieux payés. Le double de la France. En pouvoir d'achat, le double. Alors comment voulez-vous que les jeunes, bien formés, aient envie de rester dans un pays qui les sous-paye ? Il faut être logique. Il va falloir repenser un peu tout ça, mais c'est pas le département qui peut décider ça. Au niveau départemental, on ne peut pas décider de la rémunération des médecins, du barème des consultations, du barème de tout ça, on ne peut pas le faire. Et alors, ça, c'est le gros problème. Ça, c'est vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire justement au niveau départemental, Jean-Marie Adnet? Comment on peut pallier au manque de certaines spécialités? Je pense notamment aux ophtalmos. Là, je pense que il faut prendre, et là encore, c'est pas la compétence du département, le problème à la racine, parce qu'il y a une question aussi de formation. Le médecin généraliste ou spécialiste d'aujourd'hui n'est plus le médecin généraliste et spécialiste d'autrefois d'il y a 30 ans. Les méthodes de travail ont changé. Le numérique est arrivé. On parle maintenant de télémédecine en milieu rural, grâce à la fibre où il y a la télémédecine, c'est des consultations en ligne. À domicile, mais pour aussi des spécialistes. C'est pas forcément le généraliste. Oui. Ça évite les transports en vaisselle que vous voyez partout pour aller à Metz, à Nancy et autres. Je ne suis pas un spécialiste. Bon, je suis simplement président de la DMR et je vois que l'on transporte les personnes âgées ici et là régulièrement, dont j'ai la charge. C'est un problème profond, national, qui relève vraiment du national. Oui. Mais, j'insiste, les conseillers départementaux que nous serons, même si ce n'est pas dans la compétence départementale, c'est à nous de remonter, de porter la voix de nos habitants, porter la voix de la ruralité au national, pour exprimer tout ça, parce qu'on le vit au quotidien. Oui. Moi, je le vis avec la DMR, je suis président bénévole, on a des dossiers tous les jours, on traite en gros peu ou prou 75 dossiers, et on peut mesurer cette problématique. Pourtant, je suis en train de regarder ce dossier. L'hôpital de Verdun-Saint-Mihiel, parce qu'on disait que le problème c'était l'argent, l'hôpital de Verdun-Saint-Mihiel peine à trouver et à conserver ces nouveaux professionnels. Julien Didry, est-ce que le département peut agir pour trouver justement des médecins Alors, il y a deux sujets. Bon, ce que vous avez dit sur effectivement la rémunération au niveau des personnels soignants, c'est un sujet. Après, derrière, par rapport aux médecins, mais pas forcément que les médecins d'hôpitaux, les médecins en général, on a le même phénomène que dans la population générale, c'est-à-dire, comme tu l'as dit Jean-Marie, on n'a plus les médecins d'il y a 45 ans, mon médecin généraliste qui faisait 90 heures par semaine. Aujourd'hui, pendant 40 et ils ont raison. La question, elle est, aujourd'hui, tous les jeunes aspirent à de la qualité de vie. Et les médecins, les jeunes médecins, c'est des jeunes aussi. Et on ne peut pas aller contre ça. Donc, quelque part, ça veut bien dire que moi, au contraire, je trouve que les maisons de santé, mais c'est une vraie chance. La maison de santé de Verdun, certes, elle n'est pas complètement remplie. Il y a un beau projet aussi à Belleville, mais ça va se remplir. Et elle doit être le pilier, justement, entre peut-être Belleville aussi. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à Verdun, mais peu importe. Les maisons de santé doivent être le pilier, justement, des services de proximité, mais aussi de la télémédecine. Parce que la chance, elle est là. Je suis désolé. On ne va pas faire revenir un ophtalmo et compagnie dans chaque commune, un docteur dans chaque commune, c'est plié ça. Il faut s'adapter à notre temps. Et donc, par contre, avec la fibre optique, avec tous ces outils-là, on peut très bien avoir, avec de l'accompagnement, on travaille, on a participé avec Régine sur une réunion dans le projet e-santé, dans le programme e-santé du département, où effectivement, il va y avoir des tests qui vont être faits sur de la téléconsultation avec du personnel. Pas de réseau numérique sans réseau humain, ça ne veut pas dire qu'on va envoyer des gens dans les cabines. Il y a du personnel d'accompagnement. Mais Régine connaît mieux que moi sur la e-santé en Meuse. Vous voulez oui, on va conclure sur le sujet avec tout vous. À fait. Donc c'est vrai que les maisons de santé sur le département, et ça c'est assez exemplaire au niveau du département, il y en a pratiquement 26, 27, je crois que au dernier chiffre, ça a été une réelle opportunité parce que les médecins, les praticiens, les médecins généralistes veulent aussi un territoire attractif. C'est aussi, tout est lié, tout est transversal dans nos différentes missions. Et donc, et puis il y a un changement sociétal, comme rappelé, où les maisons de santé pluridisciplinaires peuvent répondre, parce que justement, c'est un travail collaboratif, et ils ne travaillent pas seuls. Je crois qu'aujourd'hui, c'est changé aussi
dans cette façon de travailler, travaillent pas seuls. Les médecins, sur Belleville, 4 médecins généralistes se sont installés quand on a commencé le projet en 2014. Hein, et la maison de santé s'est ouverte tout dernièrement. Donc est arrivé un premier médecin qui n'avait jamais exercé. Et on a mis les conditions pour qu'il puisse exercer. À cela, 3 médecins sont venus et donc ne venaient pas non plus de Verdun, de très jeunes médecins. La moyenne d'âge est d'une trentaine d'années. Les paramédicaux se sont associés et c'est en cela que je vois ce travail collaboratif qui permet justement de pouvoir offrir, avoir une offre de soins. On travaille également avec des spécialistes, des cardiologues. Il y a des cardiologues qui viennent faire des vacations. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive, grâce aux maisons de santé, aussi à faire venir des praticiens de CHU, d'autres secteurs. Hein, c'est une réelle opportunité. Et c'est vrai que la télémédecine pourra pallier, parce que pour certaines personnes, notamment, je crois que sur le Verdunois, il y a à peu près 2000 personnes qui n'ont pas de médecin généraliste. Hein, et donc, pourra pallier. Mais ceci dit, il y aura des liens qui seront maintenus. Hein, ça peut être... et surtout, le fait qu'il y ait des professionnels et que la personne ne soit pas dans sa cabine. Et que valoriser aussi la profession d'infirmière, qui vont être des infirmières cliniciennes. Et pour moi, qui suis infirmière de formation, c'est une réelle opportunité de pouvoir travailler de cette manière-là. Alors on a un petit peu de retard dans ce débat, mais on va passer à un autre thème, un des derniers, la culture. La culture est importante, il y a déjà eu des projets ces dernières années. En Meuse, avez-vous des projets de valorisation de la culture meusienne? Jean-Marie Adnet, que faire pour la culture ici en Meuse? Déjà, on peut constater dans nos petites communes, enfin petites communes c'est pas péjoratif, nos communes rurales, toutes les communes ont des pépites qui sont ignorées parce qu'elles ne sont pas mises en valeur. Je vous donne un seul exemple. Dans l'église de Savonieux, vous avez des tableaux de Lantier. Et Lantier, c'est un artiste du lendemain de la première guerre de la construction qui a peint tous les chemins de croix dans les églises et qui a fait quelques toiles. Et cet artiste a peint pratiquement des toiles sur tout le canton de Belleville. Il y en a à Bras-sur-Meuse, il y en a à Commune, à Charleville, il y en a peut-être à Belleville. Enfin, il y en a pratiquement sur tout le canton et il y avait Doncelli. Et pourquoi ne pas faire... C'est un détail, c'est pas une révolution culturelle, j'allais dire. Mais c'est simplement, on a la voie verte. Pourquoi ne pas faire un parcours Lantier, comme il y avait un parcours Ligier-Richer sur Saint-Miel. Bon, on a tous des petites pépites sur notre canton. Vous avez, c'est tout bête, j'y suis un peu attaché, il y a des écluses. Les écluses, c'est toute une histoire. C'est la construction du canal de l'Est dans les années sous Napoléon III. C'était construit, c'est artificiel. Comment on les valorise? Comment on les valorise? Encore des partenariats avec VNF, et puis de la formation, et puis je vois par exemple à la communauté d'Aglo, on a une compétence culture qui marche formidablement bien. Donc on a tous des pépites dans nos communes. Tous. Alors c'est pas que, mais c'est toujours des petits plus qui se rajoutent aux uns et aux autres. On a du tourisme de mémoire, on l'a dit, qui tout le monde, bon, on a eu le mémorial qui a été rénové récemment. Il y a beaucoup de travail de fait sur les sites de mémoire. Il faut voir aussi cet après-centenaire mémorial. Et puis, on ajoute le tourisme vert, le tourisme culturel avec toutes ces petites pépites que nous avons dans nos communes. Des pépites dans nos communes, Michel Benson? Oh, il y en a pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai discuté avec pas mal de gens qui m'ont surpris, parce que personne ne savait me dire que Jeanne d'Arc était née en Meuse. C'est quand même un petit peu... Alors, on parle toujours de la guerre 14, on entend toujours parler de Jeanne d'Arc, partout, mais jamais qu'elle était de la Meuse. C'est dommage. Pourquoi ne pas mettre un petit peu cette période de l'histoire en exergue dans notre département? D'accord, c'est en Sud-Meuse, hein, c'est là-bas, c'est tout au fond, c'est à Vaucouleurs. Mais pour moi, le département de la Meuse, c'est un tout. Qu'il aille de Montmédy jusqu'à Vaucouleurs, c'est un tout. Et il faut valoriser. Je suis tout à fait pour qu'on développe le commerce, le tourisme fluvial, parce que la Meuse, remonter la Meuse, c'est admirable. Pourquoi les Belges ont été capables de le faire et que nous, c'est pas développé?
En plus, nous, on a la Meuse et le canal qui est Exactement. parallèle à la Meuse pour une grande partie C'est sur des notre projets comme ça qu'il faut voir utiliser nos atouts et les adapter au monde moderne. Le monde moderne, c'est plutôt Monsieur Didry, C'est évidemment. aussi le monde numérique, Julien Didry, les projets culturels. Oui, juste pour répondre à M. Menson, compléter, c'est qu'effectivement, on a cette image de tourisme de mémoire, mais ça, c'est quelque chose qu'on tient beaucoup, quoi. Alors, peut-être qu'on est, bien sûr, peut-être plus sensible. Ici, moi, je suis né, Dieppe dans l'eau, c'est mon grand-père a combattu sur les champs de bataille, il a été blessé dans une tranchée, un Allemand lui a coupé la jambe et l'a amputé, donc on est sensible. Et ça, pour autant, le tourisme de mémoire, il est essentiel, tu l'as dit par rapport au mémorial, demain la citadelle, on va continuer. Et c'est quand même aussi important de faire perdurer la mémoire, et c'est important la culture. Oui. La culture, on en a besoin de culture. Quand on voit des fois la société comme elle part un peu en vrille, excusez-moi le propos, on a vraiment beaucoup plus besoin de culture. On a un atout, nous, quand même sur le territoire, c'est la MJC. La MJC de Belleville, Oui, c'est tout quand à même fait. un atout énorme pour le territoire. Et puis nous, au Pays de Verdun, avec un vice-président, Anthony Grigio, donc on est en train on lance un contrat territorial, j'ai noté parce qu'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle sur tout le Nord-Meusien. Le but du jeu, c'est d'aller amener la culture dans les territoires ruraux. Au-delà de ce que tu as dit, Jean-Marie, ce que font les gens. Mais il est important. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un problème, quand on parlait, un problème de mobilité chez les jeunes, c'est-à-dire chez certains jeunes, c'est aussi une mobilité culturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème que de... C'est qu'il y a des jeunes, effectivement, ils sont dans leur environnement, peut-être plus dans le nord du département, et ils ont du mal à bouger, ils ont du mal... Donc c'est important d'amener la culture. On est en train d'ailleurs de faire une résidence d'artistes en ce moment à Montmédy. Donc tout ça aussi, c'est évoqué avec le département, avec le Pays de Verdun. Donc, je veux dire, il est hyper important d'amener la culture dans le plus petit des villages pour toucher un maximum de monde. Et on peut ajouter dans la culture, on n'en parlera pas vu l'horaire, mais il faut ajouter aussi le sport, qui est essentiel dans l'équilibre des gens, pour la santé, le sport pour le bien-être, pour les valeurs qu'il transmet, pour la forme physique. Voilà. Non, mais j'ajoute le sport et la culture, c'est des choses différentes, mais c'est très complémentaire, c'est très important pour moi. Et le département, culturellement, Tout ou à bien fait. sportif, c'est un acteur. Yann, concernant la culture, je rajouterais ce qui est important aussi, c'est le contrat territorial de lecture. C'est un projet qui va arriver à son terme, et justement, il y a tout un travail qui est fait en partenariat avec la bibliothèque départementale et puis la bibliothèque de Verdun, et aussi pour y associer des bibliothèques de villages qui, à mon avis, sont essentielles. Notamment, il y a une bibliothèque à Bras, il y a une bibliothèque à Belleville, de façon à ce qu'il y ait eu un partenariat pour offrir davantage de lecture aux personnes. Et c'est vrai que pour moi, la culture, c'est essentiel. Ça fait partie aussi de toute l'éducation citoyenne, de pouvoir... c'est là aussi la transmission, c'est aussi... c'est un droit fondamental pour chacun. Et je crois que la lecture, c'est aussi une des bases, et c'est une richesse. On a une bibliothèque sensationnelle sur Verdun qui est vraiment très riche. Et il y a aussi le lien avec le numérique, aussi par rapport à la numérisation des documents. Et la MJC qui se tourne aussi vers l'extérieur, qui va dans les villages, notamment quand c'est pour certaines activités. La culture, on l'a bien compris, qui est également au cœur de votre programme. On va passer au dernier thème, qui est l'écologie, dans une petite seconde. Juste avant, je voudrais vous poser une question de sécurité. On sait que la sécurité n'est pas non plus une compétence du département, mais je voudrais vous faire réagir à l'émission C'est dans l'air, qui a été diffusée il y a quelques jours sur France 5, qui a consacré un thème à la sécurité et à l'insécurité. La Meuse a été évoquée comme le département où le taux d'insécurité a fait le plus grand bond. Au niveau du département, on ne peut pas du tout agir, Jean-Marie Adnet. Alors, en termes d'insécurité, ce qu'on oublie souvent, c'est que nous sommes un des départements, et malheureusement, où le trafic des stupéfiants est le plus important et croissant, eu égard à la proximité des frontières belges, hollandaises, du Benelux. Donc déjà, premier point. Donc, à partir du moment où il y a ce fléau, appelons-le comme ça génère les incidents ou événements que l'on connaît. Et puis quand vous avez un département qui, économiquement, c'est peut-être un peu compliqué,
se paupérise un peu, on va au-devant d'événements comme on a connu sur Verdun il y a quelques semaines, quand vous pensez que les pompiers ont été agressés dans un village de 50 habitants, ont été agressés la semaine dernière. Donc ça traduit bien un état de fait, ça traduit une ambiance qu'on ne cautionne pas évidemment. Et oui, c'est pas une compétence du département. Moi, il faut être à côté. Moi, j'ai eu un entretien avec un officier de gendarmerie il y a quelques jours qui m'a dressé un tableau et il m'a bien précisé. Il me dit, voyez, cette zone-là, elle est en rouge. Cette zone-là, elle se paupérise. Donc c'est là où on a le plus d'intervention. Et je ferai pareil avec la police. J'irai rencontrer les gens de la police, parce qu'on est en zone gendarmerie et en zone police. Donc le rôle de l'élu, même si ce n'est pas la compétence du département, c'est aussi d'être informé, je ne dis pas au quotidien, mais régulièrement auprès des forces de police, soutenir nos forces de police, soutenir nos services de secours d'incendie. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui qu'en Meuse, enfin c'est acceptable nulle part, mais ce n'est pas acceptable qu'en Meuse que des pompiers se fassent agresser lors d'une intervention. La sécurité également, vous en parlez vous dans votre programme, Michel Menson. J'en parle, mais c'est vrai que c'est pas de la compétence du département en tant que tel. Par contre, et là je rejoins tout à fait ce que M. Adnet a dit, c'est que l'insécurité vient souvent de l'inactivité. Quelqu'un qui travaille du matin au soir, il est fatigué, il va pas se droguer. Bon. Alors, c'est pas pour ça que j'excuse les incivilités, il faut pas non plus exagérer. Mais au niveau du département, la seule incidence qu'on peut avoir, c'est d'accompagner éventuellement les victimes en se portant régulièrement partie civile, par exemple. Mais c'est surtout intervenir au niveau économique pour baisser le niveau de pauvreté. Autrement, on ne peut pas décider à la place des maires. Il y a un rôle au niveau des maires. Là, oui, c'est du pouvoir des maires, mais c'est pas du pouvoir du conseil départemental. Sans plus un territoire se paupérise, plus on va au-devant de problématiques comme celle-ci. Ça, c'est mécanique. Guidry, Ouais. le taux d'insécurité en Meuse. Ouais, alors c'est vrai, c'est pas une compétence département, et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur tout ce qu'on pouvait faire en lien fort avec la région, dans le domaine économique et compagnie, c'est pas une compétence de la région non plus. J'ai pas envie, ce qui se trame actuellement partout dans les médias, on est en train de faire porter au départemental et au régional un débat national pour un enjeu de deuxième tour de 2022. J'ai pas envie d'être l'otage de ça. Pour autant, c'est sans doute une des préoccupations majeures des habitants. Et on peut se sentir impuissant. Alors, comme l'a dit la région d'ailleurs, à la limite, on verra les dispositifs qui peuvent être peut-être pour aider les communes à s'équiper de vidéoprotection. Voilà, on pourra imaginer des choses comme ça, mais on est vraiment là, pour le coup, on ne peut pas... Et moi, ce que j'ai vraiment peur, il ne faut pas se tromper d'élection, c'est pas que j'ai peur, mais c'est que quelque part, les gens ont envie de renverser la table et on va servir de cette élection départementale et régionale pour un enjeu qui doit être absolument traité en 2022. C'est un vrai enjeu, la sécurité et l'insécurité, c'est un enjeu national. Mais pas dans ce débat. Non, tout à fait. Tout à fait. Moi, pardon, excuse-moi Jean-Marie. Moi, je rajouterais surtout qu'il faut agir aussi en termes de prévention. Agir au niveau des associations. Et là, il y a une réactivation des CISPD, des centres intercommunaux de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Il y a tout un travail avec les associations de prévention, justement, pour pouvoir agir en amont, et puis aussi pouvoir aussi accompagner. C'est vrai qu'on peut pas faire accompagner les policiers, la gendarmerie, mais on ne peut pas notamment s'initier dans une compétence qui n'est pas la nôtre. Donc c'est vrai, il y a aussi des opérations qui sont menées peut-être au niveau des communes, en termes de voisins vigilants, en termes de sécurité autour de soi. Et c'est vrai que la sécurité elle est importante pour tous nos citoyens, c'est un problème de tous les jours, c'est un problème pour nos personnes qui sont seules, nos personnes fragiles, qui ont besoin de ce sentiment de sécurité. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on stigmatise sur le département de la Meuse qui a un taux trop important. C'est vrai, mais il y a des actions qui vont être menées, qui sont menées déjà,
hein, et qui sont justement à affirmer. Mais je rappelle une nouvelle fois que le département n'a pas de compétences pour agir sur la Sur les sécurité. pompiers quand même. Sur Les 10. pompiers, Là, on voilà. peut, hein. Les pompiers. Jean-Marie Adnet, vous, en 30 secondes, on conclut sur ce sujet, après on parlera d'écologie. Mais là aussi, ce mandat, même si c'est pas dans les compétences, moi j'insiste énergiquement, ça ne nous empêche pas de porter notre voix au niveau national avec ce Tout à mandat, de rencontrer nos parlementaires et ainsi de suite pour leur dire, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce qu'on vit au quotidien sur notre territoire. Et je le répète, plus un territoire se paupérise, plus on va au-devant de cette problématique. Vous avez tenu les 30 secondes. On va parler d'environnement pour terminer cette émission. Est-ce que l'écologie doit être considérée comme un atout pour la Meuse? C'est une question très ouverte, mais c'est un sujet qui fait également beaucoup parler dans la société. Julien Didry. Ah oui, oui. Alors, encore une fois, je veux dire, il y a toutes les actions qui sont menées par les différentes collectivités dans le quotidien, tout ce qu'on peut faire dans le domaine de l'environnement, du tri, des économies d'énergie, plein de choses. Ça, d'accord. Le Pays de Verdun aussi a un rôle là-dessus, notamment sur l'habitat et les économies d'énergie. Mais pour autant, je pense que quand on dit regardez ça de manière macro, il s'est passé quand même quelque chose en 2020, en mars 2020, pendant 2 mois. Le monde s'est arrêté, la France aussi. On a remarqué qu'en 2 mois, et ça c'est les experts qui le disent, cet arrêt complet de l'économie, entre guillemets, a permis, pendant cette période, d'arriver à reconstituer, mais d'une manière beaucoup plus rapide ce qu'on imaginait, les réserves naturelles. Donc voilà, on a un test grandeur nature qui nous permet de dire aujourd'hui, si on repense, alors le but du jeu c'est surtout pas d'arrêter tout, c'est pas ça, mais si on repense l'économie de manière différente, la mobilité, c'est-à-dire qu'effectivement les territoires ruraux rapprocher l'emploi du domicile, limiter les déplacements, le transport doux et compagnie, donc oui, il y a un vrai enjeu, et l'environnement c'est les économies, d'énergie, c'est tout ça, mais c'est aussi le cadre de vie. On a, en termes d'environnement, on a tout ça à préserver. Donc, ah oui, alors, c'est une chance. Et on est, je veux dire, peut-être les mieux placés dans des territoires comme la Meuse pour pouvoir jouer ce rôle de changement de société et quelque part d'attirer des gens et de réduire l'impact sur le CO2. Parce que même si en 2020, il n'y a pas eu de réduction de CO2, parce que l'arrêt a été de 2 mois. Mais si on fait massivement réduire les déplacements, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour moi les zones urbaines c'est fini, la massification urbaine c'est fini, si on rapproche, donc on donne une seconde vie aux territoires ruraux, on aura un vrai rôle à jouer dans l'environnement. Comment on surfe sur la vague écologique pour valoriser la Meuse, Michel Menson? Déjà, on arrête l'éolien. Totalement. On arrête ce massacre de la nature. On déforeste bêtement pour mettre des tonnes de béton qu'on ne saura jamais recycler. Il faut savoir qu'il n'y a rien de plus toxique que les pales des éoliennes qu'on ne sait pas recycler. Actuellement, aux États-Unis, ils sont en train de les enterrer dans le désert. On va avoir des tonnes et des tonnes de choses parce qu'on ne peut pas les brûler, on ne peut pas les recycler, que ça ne produit même pas pendant sa totale durée de vie l'équivalent de ce qu'a ça consommé en énergie pour être fabriqué, donc c'est une aberration. Alors bon, c'est soutenu par les écologistes, ça c'est sûr, c'est soutenu par les macronistes partout, mais un minimum de bon sens. Avant, en Meuse, les moulins étaient à eau. Alors qu'on utilise l'hydraulique, ça sera déjà un peu plus intelligent. Il y avait une usine EDF, enfin une centrale EDF à Verdun. On a fait des travaux, on l'a même pas réactivé, c'est dommage. Alors qu'on utilise les atouts qu'on a, c'est bien, mais qu'on arrête de saccager nos paysages, mon petit bonhomme. L'écologie, ça doit pas être l'ennemi de l'environnement. Le pays, il est saccagé, Jean-Marie Adnet? Alors, c'est vrai que je ne suis pas un fanat des éoliennes. Il est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, quand je descendais dans le sud de la France, je trouvais que c'était un bel objet, parce qu'il y en avait très peu sur l'autoroute. Quand on arrive dans la Drôme, on commence à en voir. Je trouvais que c'était un bel objet. Je dis, oui, pourquoi pas. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est vrai que c'est pas si décoratif que ça. Par contre, je reste persuadé, moi je suis un peu dans l'isolation thermique dans mon métier, dans ma profession, je suis persuadé qu'un jour, chacun, on avait bien une antenne télé quand j'étais gosse sur le toit, une grande antenne télé, on aura peut-être une petite éolienne, la hauteur d'une balançoire d'enfant, dans son jardin pour produire son électricité. Ces panneaux solaires fabriqués en France, recyclables pour notre eau chaude, et ainsi de suite. Et notre pompe à chaleur qui consomme presque pas d'énergie pour se chauffer, des maisons de plus en plus isolées. Moi, je crois plutôt en ça.
On peut, autre sujet, vous en avez pas encore parlé. Juste un petit truc. Et il est vrai que je suis d'accord avec M. Menson. Il y avait des usines électriques qui produisaient, on avait moins besoin d'électricité qu'aujourd'hui, la quantité était moins importante, mais il y en avait sur toute la Meuse, il y en avait à Dun-sur-Meuse, il y en avait à Villone, il y en avait à Stenay, il y en avait à Verdun évidemment, il y en avait une à Charny dans notre canton. Donc il y avait des petites usines électriques partout. Il y a le tourisme vert également Tout à fait. dans ce sujet, Régine Minorel. C'est vrai que le département de la Meuse est un département résolument vert. Hein. C'est 54% de terres agricoles, 37% de forêts. Hein. Il y a vraiment tout un aménagement de la voie verte. Hein. 27 km de voies vertes qui ont été faites. Bon, c'est sûr que le département financièrement a accompagné, mais c'est essentiellement une compétence de la communauté d'agglomération du Verdunois. Donc le projet aussi, c'est de pouvoir relier le haut de la Meuse depuis Montmédy jusque bas de la Meuse et de pouvoir continuer ce chemin. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait aussi tout ce qui peut être le covoiturage, essayer aussi de limiter les transports, limiter un petit peu, favoriser le vélo, les vélos électriques par exemple. Hein, ça peut être aussi un exemple. Oui. Ou alors le transport fluvial, on parlait de la voie verte. Le transport fluvial, Julien Didry. Jean-Marie Adnet, et après Julien Didry. Moi, je vais vous dire la raison. Mon papa tenait une écluse. J'ai été élevé au bord de l'eau et j'habitais dans une écluse. Donc, il est vrai que quand je vois le canal de l'Est qui tombe en désuétude, y compris les maisons éclusières, on a un beau projet avec l'aglo de point d'accueil dans la maison éclusière, mais le canal tombe en ruine, disons-le. VNF, on ne connaît pas bien Voies navigables de France, on ne connaît pas bien leur projet. C'est vrai que l'argent qu'ils ont, ils le mettent sur le Rhin, la Moselle, sur les grands fleuves, les grands ports. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait de cet ouvrage? On ne va pas le reboucher quand même. Alors, moi, je rêvais de dire, on va construire des péniches à dimension moins importante que 350 tonnes, peut-être 200 tonnes, pour faire des petits transports. Un jour, le président de région a dit, n'y comptez pas, on avait une réunion en visio, je me suis empressé, il m'a dit non. Par contre, le tourisme fluvial sur ces canaux, oui, et c'est urgent, parce que d'autres le font. Et les touristes qui viennent d'Europe du Nord, Belgique, Hollande, ils viendront plus chez nous, ils passeront ailleurs pour rejoindre d'autres fleuves et ainsi de suite. Dans tous les canaux, allez vous balader dans le canal du Midi, mais c'est fantastique ce qui a été fait. Alors, qui va être au rendez-vous. Voilà. Mais ici, ça peut fonctionner. Donc, il est criant, il est urgent en termes d'écologie de s'occuper de ce canal de l'Est, branche Nord, qui s'appelle aujourd'hui canal de la Meuse. Il y a un coup à jouer, Julien Didry? Oui, tout à fait. Et puis, juste pour l'écologie, pour terminer sur le sujet, je vais répondre à votre question sur la voie verte, c'est que moi, je suis plutôt pour l'écologie pragmatique, intelligente. C'est pas quelque part de vouloir régresser, mais plutôt d'optimiser ce qui doit l'être, mais pour autant pas tout arrêter. C'est hyper important. Je pense beaucoup à l'agriculture parce que c'est un métier que je connais bien, où les agriculteurs, c'est sans doute l'une des professions qui a fait le plus d'efforts par rapport à l'après-guerre quand on leur a demandé de produire. On a besoin de produire, on a besoin de nourrir le monde, on a besoin des circuits longs, aussi des circuits courts. Donc voilà. Par contre, on peut équilibrer, je veux dire, des métiers qui doivent continuer à œuvrer. On peut équilibrer aussi en réduisant les transports et tout. Je reviens par rapport à la voie verte. Alors, il faut savoir quand même que la voie verte je parle celle du Grand Verdun qui fait 27 km, elle est partie de la Côte des Cômes de Charny, il y a 10-15 ans, sous la présidence de Marie-Paul Soubrier, et portée par Jérôme Domaille. On a fait le premier bout qui était de Bras à Vachereville. Ça coûtait 190 000 euros à l'époque. On a pris des coups. Il y a 10 ans, même Jean-Marie, parce que tu étais favorable aussi à ce projet-là. On s'est trouvé à 3 un samedi matin avec une paire de bottes. On a fait Vachereville, Bras-sur-Meuse, à pied un samedi Donc, matin. des fois, en reconnaissance. je veux dire, vous savez, à un moment donné, il faut écouter les gens, il faut de la proximité, il faut de l'écoute, mais il faut de la vision et il faut oser. Parce que si on avait cédé, je veux dire, à ce petit bout-là qui a commencé la voie verte, et avec l'acharnement de Jérôme Domaille notamment, et puis avec Jean-Christophe aussi, Velin sur Vachereville, je veux dire, voilà, maintenant on est parti jusqu'à Champneuville, et de l'autre côté jusqu'à Belleret. Moi je dirais jusqu'à Samonieux. Ouais, jusqu'à Samonieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un enjeu économique. Aujourd'hui, la Transardennaise, ils sont très en avance sur nous, les Ardennais, sur la Transardennaise qui traverse tout. C'est près de 10 à 12 millions d'euros dans une situation normale de retombées économiques pour les commerces locaux. Donc, contrairement à ce qu'on a pu dire certains sur Facebook, ou des anciens élus d'ailleurs, qui disent vous investissez pour les faire du vélo. Certes, c'est du sport, c'est de la qualité de vie, c'est du loisir et c'est de l'économie. Et c'est un protocole européen, les voies vertes, qui partent d'Europe du Nord jusque, théoriquement, un peu à l'image du chemin de Compostelle, qui vont en Italie ou en Espagne.
On va terminer cette émission qui va bientôt toucher à sa fin, il est bientôt 22h, par un mot de conclusion de chacun, 30 petites secondes où vous nous résumez votre projet et vous nous dites pourquoi voter pour vous les 20 et 27 juin prochains aux élections départementales. Régine Munerel, on va commencer avec vous. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que j'ai souhaité me présenter à cette élection en continuité du mandat précédent. Ce que j'ai rappelé en tout début d'émission. Et j'ai aussi, avec mon binôme, avec monsieur Armand Falk, qui connaît bien aussi le département. Et puis nos remplaçants, Claude Ancien, maire de Thierville, et Christine Barge, adjointe au maire de Thierville. J'ai souhaité continuer, je souhaiterais continuer plutôt ce que j'ai commencé, avoir une autre vision de par l'expérience que j'ai pu avoir précédemment et de pouvoir justement travailler par rapport à ça, travailler au quotidien avec les élus du territoire, avec les élus des intercommunalités, les habitants. Parce que c'est aller vers les habitants qui pour moi est essentiel et avoir aussi une détermination par rapport à des projets qui peuvent être menés sur des compétences que j'ai exercées précédemment, mais bien au-delà, parce que je crois que c'est avoir une vision de la Meuse qui est un territoire que je connais bien. Je suis meusienne, j'ai travaillé en Meuse, voilà, j'ai beaucoup d'affinités et j'aime beaucoup ce territoire. Donc, c'est pour ça que je me présente à cette élection. Et vous conduisez la liste La Meuse pour vous, avec votre binôme Armand Falk. Michel Menson, vous, c'est l'Union des citoyens meusiens avec Pierrette Drouet. On vous écoute pour votre conclusion. 30 secondes. Oui, donc je ne suis pas élu, ni Pierrette non plus. On n'est pas là pour défendre une commune ou une autre, on est là vraiment pour le département. C'est pour ça qu'on a monté 4 binômes sur la totalité du département. On a failli en monter un 5e sur Montmédy. Il nous a manqué une personne. Enfin bon, bref. Parce que je pense que la Meuse a des atouts qu'il faut remettre en avant. Et moi, j'ai été vraiment en colère. Je ne dis pas que c'est la faute du département, je ne dis pas que c'est la faute des élus d'avant, ou quoi que ce soit, de voir fleurir de plus en plus. Il y a encore un projet bientôt qui va être mis en œuvre d'encore une ferme éolienne supplémentaire. Il faut arrêter ce massacre. Ce département est beau, préservons-le et faisons-le tourner vers l'avenir. Il faut qu'il y ait de l'emploi pour les jeunes, parce que si les jeunes, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'activité, ils vont aller voir ailleurs, et c'est normal. Et puis, je pense qu'on ne doit pas laisser dépérir un département qui a autant d'atouts. C'est dommage. C'est dommage. Merci Michel Menson. Jean-Marie Adnet, 30 dernières secondes pour présenter votre liste que vous conduisez avec Cyrielle Carré, une liste d'hiver droite pour une Meuse gagnante. Alors, la remplaçante de Cyrielle Carré, c'est Madame Marie-Noëlle Vagneron. Noël Vagneron, qui habite à Charny, qui est retraitée, qui a fait sa carrière à la Mutualité Sociale Agricole. Comme elle le dit dans sa présentation, elle est maman d'un enfant différent, donc elle est très impliquée dans tout ce qui est le monde du handicap, notamment à l'ADAPEM. Elle est très impliquée aussi dans l'aide aux seniors, donc elle est très impliquée dans la vie associative. Mon remplaçant, c'est Samuel Ambrosio, conseiller municipal à Belleville, qui est responsable commercial de profession dans l'industrie automobile et qui est dans le commerce automobile et qui a été très impliqué également dans la vie associative de Belleville. Moi, je me suis présenté à cette élection parce que vous avez pu le constater, j'ai vraiment envie je suis quelqu'un déjà de pragmatique au départ. Ça m'empêche pas d'être un visionnaire. Et j'ai vraiment envie, c'est mon tempérament, je suis construit comme ça, j'ai envie de faire bouger les lignes. Alors bien sûr, il y a les compétences, on l'a dit, dédiées au département. Mais moi, j'ai vraiment envie de... Déjà, à l'intérieur des compétences, il y a des équilibres qui, fatalement, pour moi, doivent bouger. Mais au-delà de ces équilibres, franchement, j'ai envie de porter la voix que nous confère ce mandat au niveau national, parce qu'il n'y a pas...
on recueille au quotidien les problématiques de notre canton, du département, de ses habitants et de ses habitantes. Donc, c'est ce qui me donne envie de me présenter à cette élection pour réussir et surtout pour une Meuse gagnante avec Cyrielle Carré. On termine avec vous, Julien Didry, vous qui vous présentez aux côtés de Marie-Paul Soubrier, la Meuse d'après. La Meuse d'après. Alors moi j'ai tout dit, donc j'ai pas besoin de redire le programme complet. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis un homme d'action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'action, c'est pas le mandat. J'aime bien être élu, parce que vous répétez, M. Menson, à plusieurs reprises qu'effectivement vous n'êtes pas élu, c'est bien, mais c'est pas une maladie non plus d'être élu. Et mais par contre, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être un homme d'action et de faire bouger les choses. Voilà, uniquement la représentation, la figuration, moi, ça m'intéresse pas. Et là, vraiment, je le redis, on est dans le moment, et je pense qu'on a, des choses à apporter au département en termes de vision de l'avenir. Je pense qu'on a vraiment, parce que même si je suis plutôt jeune, je pense que j'ai encore une vision plutôt jeune et d'avenir et plutôt structurée. Et puis j'ai envie aussi d'apporter au département de manière globale, et donc tout ça avec des retombées pour nos habitants de notre canton. Et j'ai aussi envie d'apporter de la méthode et de l'organisation, parce que je le redis, je pense qu'il faut impérativement que au centre de la Meuse, enfin un peu plus haut, chez nous, effectivement, il y a une vraie, rapprocher encore un petit peu le département de tout le Nord-Meusien et notamment du canton de Belleville. Donc voilà, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer, comme je pense mes collègues, il n'y a pas de problème. Et puis que le meilleur gagne ou pas le meilleur, on ne sait pas, parce que la majorité a toujours raison, mais la raison n'a pas toujours la majorité. Et ce sont les Meusiens du canton de Belleville-sur-Meuse qui le décideront donc les 20 et 27 juin prochains pour les élections départementales qui se dérouleront en même temps que les élections régionales. Merci à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau. Merci pour l'initiative. Merci pour l'initiative. Pour ce premier débat. Merci à tous les quatre. bien. Demain, on se donne rendez-vous à 20h30 pour un nouveau débat avec les candidats du canton de Verdun 1 et Verdun 2. On parlera évidemment de tous les enjeux de la Meuse avec ces candidats des cantons de Verdun 1 et Verdun 2. On vous souhaite une très bonne soirée. On se donne rendez-vous demain.